session, ce deuxième panel, qui est consacré donc au droit et à l'administration. Nous, on les accueille à Paris, on montre... le temps de quelques personnes qui pourraient prendre leur place. Alors, donc, je me présente, je m'appelle François Amélie, j'ai deux casquettes. Je suis d'un côté donc avocat au barreau de Paris, où j'exerce depuis à peu près 25 ans, et j'ai également une autre casquette qui est directeur du département licence de l'école de droit de la Sorbonne, où j'interviens dans des domaines assez variés, notamment tout ce qui est commerce international, droit international privé et toutes ces questions-là. Donc, d'abord je voulais remercier la Fondation Prospective Innovation et le Forum de l'économiste de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette table ronde d'aujourd'hui. J'en suis très honoré, et aussi en particulier remercier M. Méchery. Et donc quand on m'a demandé d'animer cette table ronde au sujet du droit et de l'administration, et ça parle de la mobilité, je me suis dit, oh mon Dieu, mobilité, droit et administration ne font vraiment pas bon ménage, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Dès qu'on veut parler de l'immobilité, là il faut parler du droit et de l'administration. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu le modérateur précédent dire que c'est un sujet excitant, généralement le droit et l'administration pour tout le monde représentent un sujet très rébarbatif, et j'espère qu'aujourd'hui mais enfin la qualité des membres de ce panel fait que je ne pense pas que nous serons dans du rébarbatif. Deux mots pour juste peut-être situer ce panel et dire, après passer la parole aux intervenants, qu'est-ce qu'on entend par mobilité dans le domaine du droit et de l'administration? En y réfléchissant, comme je viens de vous le dire, le droit et l'administration sont ancrés dans l'État, le gouvernement. Donc par définition, vous ne pouvez pas avoir de la mobilité ni en droit, ni en administration. La raison en est qu'on est en matière juridique toujours prisonnier en quelque sorte des systèmes juridiques. Et d'ailleurs, vous le savez probablement, quand on fait un contrat international, il y a toujours une clause qui est la clause la plus importante, qui est la clause droit applicable. Donc ça veut dire qu'un contrat international doit toujours être prisonnier d'un droit. Et on ne peut pas mobiliser, rendre mobile le droit et essayer de faire de sorte que cet ancrage étatique soit enlevé. Et pourtant, on voit que le droit suit l'économique, et l'économique est effectivement de plus en plus mobile. L'économique étant de plus en plus mobile, le droit va suivre, généralement avec un temps de retard, un temps de latence, mais on a toujours cette mobilité qui se met en marche progressivement. Et alors comment ça s'est mis en marche dans le domaine juridique? Eh bien, il faut que vous voyez qu'il y a deux aspects, deux phases en quelque sorte. Il y a une phase un peu plus rapide et une phase un peu plus lente. Et je vais juste développer en 3 minutes ces deux phases. La phase rapide, c'est celle dont l'impulsion vient des opérateurs du commerce international. C'est-à-dire que les opérateurs du commerce international sont internationalisés. Ils ne peuvent pas attendre, ils n'ont pas le temps d'attendre que le droit et les systèmes administratifs évoluent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre système au niveau international qui permet d'évoluer avec beaucoup plus de vitesse. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui connaissez l'histoire des foires au Moyen-Âge, les foires au Moyen-Âge ont en fait été les systèmes qui ont été à l'origine de tout le droit commercial que nous avons aujourd'hui, parce qu'ils ont fondé leur propre droit, et petit à petit, les États y sont venus. Eh bien, c'est exactement ce qu'aujourd'hui on appelle la lex mercatoria, c'est-à-dire les marchands, les opérateurs du commerce international qui ont créé petit à petit leur propre droit. Je vous en donne juste deux exemples. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est tout ce que vous avez probablement utilisé ou utilisé tous les jours, que sont les contrats type, de type FIDIC, de type modèle des Nations Unies. Dès que vous allez dans le domaine international, il y a énormément de contrats types
Et le deuxième aspect, c'est l'aspect plutôt institutionnel. Il suffit de penser à la Chambre de commerce internationale. La Chambre de commerce internationale met à la disposition de tout le monde des textes qui sont directement applicables. Vous n'avez pas besoin de l'ancrer dans un texte étatique, dans un État, dans un gouvernement. Eh bien, tout ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est la partie vitesse rapide. La partie vitesse lente, eh bien, c'est le domaine dont on parle depuis ce matin, à savoir tout ce qui est convention internationale, traité. Les États doivent ensemble essayer d'arriver à harmoniser leur législation. C'est lent. Juste pour vous donner un exemple, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, ça a pris 24 ans entre le moment où ça a commencé et le moment où c'est entré en vigueur. 24 ans. Et aujourd'hui, ça existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Il n'y a que 80 États qui sont membres, pas l'ensemble des États dans le monde. C'est une initiative des Nations Unies. Et en plus de cela, dans les contrats, à chaque fois, les vendeurs essayent d'exclure l'application finalement de la Convention de Vienne en disant que ça ne convient pas aux intérêts des vendeurs, mais c'est plutôt une convention qui est tournée vers les acheteurs. Donc, vous voyez bien que c'est lent, mais on y arrive. Et donc là, je voulais juste prendre un exemple, qui est l'exemple de la normalisation, pour vous dire que quand on est dans le domaine des normes techniques, il n'y a pas plus lié, finalement, que ce sont des questions de sécurité, protection des consommateurs, etc. C'est très lié, finalement, à l'État. Or, même dans ce domaine-là, au niveau européen, nous avons réussi à créer un système qui est un système de standards minimum. C'est vraiment très facile à mettre en œuvre. À partir du moment où un produit est conforme aux normes européennes, ce produit peut circuler dans l'ensemble des pays européens. Et dans le cadre de toutes les négociations qui sont en cours entre la Tunisie et l'Union européenne, l'un des volets, c'est le volet qu'on appelle le volet ACAA, qui est justement de faire de sorte que les produits tunisiens puissent, à partir du moment où ils sont conformes à ces standards, si vous voulez, originaires bien sûr, d'origine tunisienne, à ces standards puissent entrer librement au niveau normes, puissent entrer librement sur le marché européen. Reste un dernier volet, le volet judiciaire. Le juge, c'est quand même ce qu'il y a de plus régalien. Est-ce que le juge peut être mobile? Eh bien, non, sauf si on prend en considération l'arbitrage. Et là, nous avons un aspect très important parce que vous avez donc à Tunis même un des fleurons des institutions arbitrales, qui est le Centre de conciliation de l'arbitrage de Tunis, et qui, si vous voulez, a besoin, je pense vraiment, d'être mis plus en avant sur la scène, parce que la position n'est pas, Tunis est de loin, n'est pas en première position dans les pays du monde arabe, et donc il va falloir travailler là-dessus. Et donc c'est un petit peu de toutes ces questions-là que nous allons, bien sûr, nous avons des personnes autour de moi qui vont donner une impulsion beaucoup plus de qualité que ce que je viens de vous dire. Mais l'idée essentielle ici, c'est, je pense, va tourner autour de deux questions, parce que j'ai aussi besoin de vous parler de ma casquette un peu formation. Je pense qu'il faut qu'on sache effectivement qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui les systèmes tunisiens, le système juridique, le système judiciaire tunisien, et est-ce que c'est plutôt la mobilité ou l'immobilisme, et d'une part, et d'autre part, essayer de voir, parce que si vous voulez, il y a les praticiens d'aujourd'hui, mais il y a les praticiens de demain. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle des juristes, parce que la formation des juristes, je pense, est un élément très important dans cet ensemble général. Donc je pense que je vais me tourner d'abord vers Donia Elouz et donc de lui demander, voilà, le système tunisien, plutôt immobilisme ou plutôt mobilité aujourd'hui? Le système tunisien est plutôt mobilité aujourd'hui parce que bon, tout le monde sait que nous avons fait une révolution en 2011, c'est une révolution politique et aujourd'hui la Tunisie a besoin de faire une vraie révolution économique. Ça c'est une certitude. Tous nos partenaires nous le demandent, l'Union européenne dans le cadre de négociations avec la LECA,
Le FMI, à chaque décaissement, nous rappelle que nous devons faire des grandes réformes. Donc je pense que la Tunisie est lancée dans le train des grandes réformes. Nous n'avons pas le choix. Et ces réformes se font comment? Elles se font de deux façons, parce que nous sommes un pays avec un régime dualiste pour les réformes. Donc il y a des amendements au texte que nous faisons à la législation tunisienne. Un des derniers amendements, par exemple, qui est intéressant, c'est avec la dernière loi de finances, où on a levé le secret bancaire, justement, pour se mettre aux normes de l'OCDE et de la FATCA, et par la signature des conventions et des traités internationaux qui, nous rappelons, la constitution tunisienne est très claire là-dessus, ont une valeur supérieure à la loi. Donc l'introduction de normes internationales dans la législation tunisienne est en train de se faire. Je pense que nous n'avons pas le choix que de le faire. La Tunisie doit prendre le train de la mondialisation. La mondialisation n'a pas du tout épargné le droit ni les juristes. Comme vous avez dit, l'arbitrage international aujourd'hui, qui était quelque chose pour lequel les investisseurs tunisiens étaient assez réticents, de par le coût déjà, puis un peu la méconnaissance. Aujourd'hui, il n'est pas rare, en tout cas nous conseillons à tous nos clients de mettre des clauses d'arbitrage dans les contrats internationaux. On prévoit en général le droit tunisien ou le droit français qui sont semblables, mais on conseille toujours de prévoir une clause d'arbitrage parce que ça nous permet de lever beaucoup de problèmes d'interprétation, de hiérarchie des lois, de hiérarchie des normes. Et non, je pense que la Tunisie est a pris la bonne voie. Merci. Dans le bon créneau. Je voulais me tourner vers M. Chakchouk, qui est donc le PDG de la Poste tunisienne. Et donc la Poste, par définition, est très mobile. Et donc je voulais savoir comment vous voyez la mobilité au niveau de votre entreprise. Est-ce que les aspects juridiques vous posent problème? Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation et je suis ravi de parler de ce sujet très important parce que ça me touche à cœur parce qu'aujourd'hui, si on parle de mobilité, si on parle de normes et de respect des droits d'administration, un contexte international, ça met en cause en fait énormément les bases que nous avons connues au niveau de la juridiction. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, en fait, il n'y a plus de souveraineté des États. Quand on parle d'Internet, les normes ne sont pas dictées par les États. Quand on parle d'Internet également, c'est la communauté qui draine tout le mouvement de développement et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on parle de mobilité ou de droit. Aujourd'hui, bon, la Poste, elle ne déroge pas parce que là, comme toute institution et comme institution historique, a toujours évolué en dépendance de l'évolution technologique.